Bonjour à tous. Place dans un instant à une audition organisée par la Commission des finances du Sénat et qui porte sur la place financière de Paris. Les places financières regroupent les acteurs majeurs de la finance, bourses, banques ou encore marchés de change et sont essentielles au fonctionnement de l'économie mondiale mais aussi au fonctionnement de l'économie tout court. Pour exemple, la place financière de Paris représente à elle seule 140 000 emplois. Alors, comment s'organise cette place financière de Paris? Comment devrait-elle se développer? Alors que, je vous le rappelle, cette place est passée au niveau mondial de la 5e à la 7e place de 2010 à 2014. Tout de suite, donc, toutes les réponses dans cette table ronde qui se tenait mi-février au Sénat. Nous avons effectivement ce matin une audition conjointe sur l'évolution et le développement de la place de Paris et qui se situe dans le contexte d'une situation nouvelle pour la société Nice Euronext. Nous avons les uns et les autres suivi au fil des années les épisodes successifs de ce feuilleton et aujourd'hui l'opportunité semble se présenter pour la plateforme boursière continentale, enfin du moins celle de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne. L'opportunité semble se présenter d'un nouvel actionnariat qui peut-être permettrait sinon de revenir à la situation d'autrefois, du moins de retrouver les bases d'intérêt européen dans le capital de cette entreprise. C'est l'un des sujets qui peuvent nous intéresser ce matin. À la suite du rachat de Nice Euronext par ICE, cette dernière ne souhaitant conserver que les activités de dérivés, l'ancien Life, et ayant déclaré publiquement que les plateformes boursières, les plateformes actions en tout cas, n'étaient pas au cœur de sa stratégie, eh bien, cette opportunité que j'évoquais va se produire. Alors, question qui devrait être traitée ce matin, est-ce que c'est une nouvelle opportunité pour la place financière de Paris entre Francfort d'un côté avec le silo Deutsche Börse et d'autre part Londres qui réunit l'essentiel des moyens de l'industrie financière européenne? Est-ce que c'est une nouvelle opportunité? Question que nous allons traiter ensemble. Question qui n'est pas anodine pour le financement de l'économie, car plus de 1000 entreprises sont cotées à Paris. Nous allons, parmi les membres de ce panel, entendre en particulier avec intérêt les propos que nous tiendra M. Thierry Franck, actuellement adjoint au commissaire général à l'investissement et qui a été auparavant secrétaire général à l'autorité des marchés financiers, auteur d'un rapport sur l'évolution d'Euronext et l'avenir des activités de marché et de post-marché en Europe. Donc, M. Franck évoquera les conclusions de ce rapport. Dans celui-ci, vous avez estimé que les financements de marché représentent 850 milliards d'euros en capital, 505 milliards d'euros en obligations, soit 40% du financement total des sociétés non financières.
Ces montants ont plutôt vocation à s'accroître compte tenu de l'entrée en vigueur des nouvelles normes prudentielles bancaires, lesquelles vont renchérir le coût du crédit. Le ministre de l'Économie et des Finances, en novembre dernier, rappelait que les activités de marché de post-marché à Paris constituent un lieu central pour le financement de notre économie. La Bourse de Paris, disait-il, se doit donc d'être active, innovante, à l'écoute des besoins des investisseurs et des entreprises. Bon, certes, ce type de langage a toujours été tenu par tous les ministres successifs, et ils ne peuvent pas dire autre chose, mais en termes de compétitivité, où en sont les métiers de transaction et de services sur la place de Paris. Le moment nous a semblé opportun pour faire le point. Est-ce que la place de Paris est résiduelle? Est-ce qu'elle garde une masse critique? Je crois qu'il ne faut pas se berner de mots. Et il est utile que vous nous apportiez les uns et les autres vos analyses en toute vérité. Il y a une vingtaine d'années, la France avait entrepris des réformes importantes, n'est-ce pas? Ça, oui, ça c'était un tournant, au moins dans ce domaine. Fin des années 80, début des années 90. L'époque Bérégovoy-Naouri. Oui, il y a eu à ce moment-là de nouvelles règles du jeu. Est-ce que ces évolutions ne se sont pas étouffées? Est-ce que nous avons, depuis lors, manqué un certain nombre d'opportunités? J'évoquais le capital d'Euronext. Euronext Paris, bon, ce sont quand même bien les banques et les compagnies d'assurance de la place qui ont voulu se désengager à l'époque. Et par conséquent, il a bien fallu trouver des solutions. Et j'ai le souvenir du marché à terme d'instruments financiers, le MATIF d'autrefois, qui fut une innovation très intéressante. Bon, tout cela est bien loin, tout cela a disparu. La capacité d'innovation financière sur la place de Paris existe certes toujours, d'excellents esprits, de très bons mathématiciens, mais sans doute y en a-t-il plus de ce calibre, beaucoup plus, à Londres qu'à Paris, y compris d'origine française. Alors, après ces quelques propos de provocation, je vais vous présenter les membres de la table ronde. Alors, nous sommes en quelque sorte, comment dire, abonnés à la Direction générale du Trésor et qui est représentée fort bien par Delphine Damarzit, que nous avons reçue récemment, que nous recevrons à nouveau la semaine prochaine à propos de l'union bancaire. Donc, c'est quasiment votre visite hebdomadaire et bien entendu, c'est vous qui conclurez la table ronde. Dominique Cerutti, le directeur général d'Euronext, nous parlera de son entreprise, quel calendrier, à quelle échéance Euronext sera-t-il réintroduit en bourse ou introduit en bourse? Quelle est votre vision de ce sujet? Et comment faire renaître un marché des dérivés à Paris? Gérard Mestralet, président de Paris Europlace, a bien entendu la vision d'ensemble en tant que grand émetteur et surtout acteur incontournable de toutes les évolutions récentes et je l'espère, à venir. Et comment la place aborde-t-elle ce changement, notamment s'agissant de l'actionnariat d'Euronext Paris? Au-delà de la plateforme boursière, quels sont les principaux enjeux? Nous avons ensuite parmi nous M. Hervé Sainvet, car nous prenons toujours soin
de faire figurer un universitaire, qui est donc quelqu'un qui peut en principe porter une parole encore plus libre que les acteurs en situation. Donc le professeur Sainvé, professeur de droit financier à Paris 2, nous éclairera, en particulier sur le plan de la compétitivité juridique. Est-ce que les concepts issus du droit français sont compétitifs aujourd'hui sur les marchés financiers pour la structuration des transactions? Est-ce que l'on devra constater que la common law est plus opérationnelle et plus attractive que le droit continental? Enfin, ce sont des sujets qu'il faut aborder sur le plan systémique, me semble-t-il, et sans complaisance. Voilà, donc, mes chers collègues, le programme de cette matinée avec les invités qui ont bien voulu nous éclairer. Je vais leur demander de bien vouloir introduire leurs problématiques par un exposé liminaire qui devrait pouvoir être compris dans environ 5 minutes, en sachant que chacun reprendra la parole ensuite pour compléter son propos, puisque le rapporteur général interrogera les membres du panel à la suite de ce tour d'horizon. Et après quoi, les membres de la commission, nombreux ce matin, s'exprimeront, poseront leurs questions, et les membres du panel interviendront donc une troisième fois. Alors, ayant rappelé ce programme, je m'adresse à Thierry Franck en lui demandant de bien vouloir entamer les présentations introductives. Monsieur le commissaire général adjoint. Monsieur le Président, merci. Je ne vais pas rappeler l'enjeu que représentent tout simplement les marchés pour le financement de l'économie. Vous l'avez fait en introduction. Je précise que le chiffre de 40% du passif des entreprises françaises qui est financé par le marché, c'est en considérant l'entreprise France, c'est-à-dire en consolidant l'ensemble des entreprises françaises. Il y a aussi des crédits interentreprises qui donc ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre. Les enjeux du développement de la bourse à Paris, c'est aussi des enjeux de localisation. Pour faire très simple, pour les grandes entreprises françaises peuvent se financer un peu partout. Elles sont connues et reconnues. Cela dit, ici, l'enjeu, c'est la localisation à terme des sièges sociaux dans les entreprises, puisque la relation avec les actionnaires, avec les conseils autour et avec l'écosystème d'une entreprise cotée ont un impact important sur l'activité des sièges sociaux. Mais surtout pour les PME et ETI, l'enjeu de la localisation d'une bourse active et dynamique sur notre territoire, il est très clair. La MAFI a fait l'association des marchés financiers a fait des statistiques. Il y a un élément très parlant. 80% des ordres à la Bourse de Paris sur les actions des PME ETI proviennent de traders, d'intermédiaires localisés en France. Pas forcément français, mais localisés en France. Ça montre bien l'adhérence au territoire national, notamment pour les PME ETI. Dernier enjeu, on ne peut pas parler de bourse sans parler de post-marché, c'est-à-dire clearing et dépositaire central. Ici, très courtement, il y a un enjeu très fort, avoir des chambres de compensation en zone euro. Les chambres de compensation vont être l'objet le plus systémique qui soit dans la finance, du fait des mesures décidées au niveau mondial et européen, puisque une grande part des transactions sur les marchés dérivés devront passer par ces chambres de compensation.
et leur accès à la monnaie banque centrale est absolument essentiel en cas de crise. C'est la raison pour laquelle il faut maintenir des chambres de compensation, et si possible 2 pour des raisons de concurrence, dans la zone euro. J'ajoute enfin que vous y avez fait une mention tout à l'heure. Le dépositaire central, c'est le notaire de l'ensemble des titres de la bourse. Son environnement juridique peut avoir un impact considérable sur la protection des investisseurs, puisque entre le régime juridique, on va dire, continental et le régime juridique anglo-saxon, la protection des investisseurs n'est pas la même. Alors, les bourses dans les années récentes, en Europe en particulier, ont été conduites par la réglementation, notamment la directive marché d'instruments financiers, et par l'évolution rapide du paysage boursier avec de multiples tentatives d'alliance. Les bourses se sont finalement peu concentrées sur, ces dernières années, sur l'un de leurs clients, l'un de leurs types de clients qui sont les émetteurs. La MIF a créé la concurrence, mais vis-à-vis d'un seul type de client, ce sont les investisseurs. La bourse est une entreprise très particulière puisqu'elle a des clients aux intérêts globalement convergents, mais qui peuvent être parfois un peu divergents, mais surtout de nature très différente. Les investisseurs d'un côté, les émetteurs de l'autre. Aujourd'hui, la roue tourne, si j'ose dire, et c'est une bonne chose. D'une part parce que la MIF va évoluer et va être rééquilibrée, en tout cas nous l'espérons. Et puis je pense que tout simplement les bourses se souviennent, les opérateurs boursiers se souviennent que leur matière première pour leur développement à long terme, ce sont les futures cotations en bourse de sociétés. Sur lequel peuvent venir se greffer des dérivés, etc. Par ailleurs, il semble qu'il y ait une pause dans les grandes manœuvres entre opérateurs boursiers. Donc, on a un contexte réglementaire et de stratégie d'entreprise qui, me semble-t-il, est effectivement une opportunité. L'opération de ICE souhaitant donner sa liberté à l'Euronext continental, c'est une opportunité à saisir. Et pour la place de Paris, c'est peut-être bien, probablement, la dernière. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire en termes de stratégie pour la place de Paris et l'opérateur boursier? Ici, il faut distinguer clairement les marchés. Pour ce qui est des marchés cash, des marchés actions en particulier, il n'y a aucun doute, tout conduit à une logique pan-européenne à terme. Et pour être même plus précis, pan-zone euro. Pourquoi? C'est parce que c'est une industrie, c'est une activité mature, c'est une activité à rendement d'échelle, et un des biens les plus précieux qu'offre un opérateur boursier, c'est la liquidité. Et plus le pool de liquidité sur un marché est important, et plus le capital levé est peu onéreux. Donc cela pousse à créer à terme, une véritable bourse action, une plateforme réglementée action zone euro. Il y a un point, Euronext est le seul opérateur qui a mené jusqu'au bout cette logique en fusionnant totalement
les marchés des 4 pays sur lesquels il opère en Europe continentale. Ce modèle, on doit lui donner un nouveau souffle pour l'étendre. Ça s'est souvent, jusqu'ici, ça s'est confronté à un problème, notamment avec l'Allemagne. Vous l'avez cité, le silo, le fameux silo, c'est-à-dire que vous avez la plateforme de transaction et le post-marché qui est dans la même entreprise. Et comme Clearnet et SA et Eurex, les 2 chambres de compensation allemandes et françaises, sont en concurrence, ceci était un obstacle fort à un possible rapprochement. Aujourd'hui, en Europe, tout va pousser à créer des accords d'interopérabilité entre les chambres de compensation, ce qui permettrait de trouver des accords qui peuvent satisfaire tout le monde. Autrement dit, ça n'oblige pas on pourrait être dans un système où on n'oblige personne à choisir sa chambre de compensation, elle reste en concurrence, même si, au bout du compte, la plateforme de transaction est unique. Donc on a là la perspective, un verrou qui peut se débloquer. Alors je parle de l'Allemagne parce que c'est évidemment un marché important, mais bien entendu en zone euro, il y a d'autres marchés intéressants avec lesquels faire une alliance pour construire cette plateforme pan-zone euro. C'est particulièrement important parce qu'aujourd'hui, la concurrence dans ce domaine viendra des plateformes alternatives qui sont situées à Londres, qui aujourd'hui ne sont pas des marchés réglementés, c'est-à-dire qui n'offrent que des services de transaction, mais qui ont, en tout cas au moins une, à adopter le statut de marché réglementé. Et donc à terme, l'enjeu est de savoir si la bourse de la zone euro est à Londres ou en zone euro. On peut dire les choses à peu près comme celle-là. Ça, c'est pour les marchés actions. Pour les marchés obligataires, la pression réglementaire et la pression des investisseurs, je pense, va favoriser les solutions de remarchéisation du marché obligataire. Aujourd'hui, les obligations sont cotées, mais en réalité, les transactions sont essentiellement interbancaires, ne passent pas par des marchés réglementés ou organisés pour l'essentiel. La pression sur les banques en matière réglementaire probablement redonne de l'intérêt à une organisation plus transparente des marchés obligataires, plus centralisée. Et aujourd'hui, Euronext est en pointe en testant des solutions dans ce domaine. Donc c'est un axe possible de développement pour Euronext et pour la place de Paris. Enfin, les marchés dérivés, on ne peut pas considérer les marchés dérivés comme étant un seul et unique marché. Ce sont de multiples marchés, des marchés de masse, des marchés de niche. Si la place de Paris ne peut probablement pas se fixer pour objectif d'être aussi actif que le marché de Londres dans ce domaine, il y a certainement des segments de marché sur lesquels il peut se développer. Et il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont relativement captifs, comme les marchés de dérivés agricoles. Donc, au total, ce panorama de la situation et des évolutions probables, des forces d'évolution dans le paysage des marchés européens, donne, me semble-t-il, la capacité de développer une stratégie pour la Bourse de Paris et pour la place dynamique et favorable au financement de l'économie. Pour cela, évidemment, il y a je finis, Monsieur le Président, des conditions à réunir, bien entendu, et
je vais surtout parler d'une qui me paraît essentielle, c'est qu'il faut une gouvernance adaptée qui soit sensible aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, puisque la bourse est au centre de la place. Pour obtenir une gouvernance avec une représentation des places concernées et des différents acteurs, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut que les places soient représentées au capital de l'entreprise, la future entreprise Euronext Continental qui sera mise sur le marché. Attendez, donc vous voulez dire, gouvernance adaptée, que des actionnaires belges, néerlandais, portugais, français devraient, selon vous, structurer le capital d'Euronext Continental. C'est bien ça que ça veut dire? Oui, y participer pour pouvoir être représenté légitimement dans les instances de gouvernance et s'assurer que l'ancrage local de la bourse satisfait les besoins des différentes places. Alors, quel type d'actionnaires, investisseurs, industrie financière, banque, assurance? Enfin, en gros, pour Paris, tous ceux qui y étaient, qui se sont retirés autrefois. Exactement. Oui, exactement. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Franck, de cette bonne entrée en matière. Alors, Monsieur Dominique Cerutti, directeur général d'Euronext, rappelez-nous où en est le processus en ce qui concerne votre entreprise, le processus de séparation des activités de NYSE et d'Euronext. L'an dernier, avec le rapporteur général, nous avions, et avec une mission, présidente Michel André en particulier, nous avions été reçus au headquarter de NYSE. On nous avait fort bien reçus pour nous faire un peu de langue de bois, mais ça c'est normal, hein, les parlementaires, on leur fait toujours la langue de bois. Bon, mais déjà l'opération était décidée en réalité dans son principe. Pourquoi cela traîne-t-il aussi longtemps? Donc moi, c'est la première question que je voudrais vous poser. Notre visite, c'était au mois de mai, fin mai. Et donc, qu'est-ce que l'on peut anticiper comme calendrier d'introduction en bourse ou d'ouverture du capital, selon le principe qu'a indiqué M. Franck, de la nouvelle société Euronext Continental? Alors, pouvez-vous éclairer nos lanternes sur ces différents sujets? Et puis peut-être aussi nous dire marché de matières premières, marché sur les produits dérivés matières premières, sujet très sensible et sur lequel les concepts français ont quand même une certaine avance. Voilà, je crois que vous m'entendez. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, je sais qu'on a un agenda contraint, mais je vais utiliser 1 minute d'introduction et ensuite je vais adresser vos questions très directement. Juste pour d'abord dire qu'on a applaudi le rapport Thierry Franck, qu'on trouve extrêmement bien formé et fondé, et qu'on en partage la totalité humblement, on n'a pas le temps de le détailler. 4 points d'introduction avant que je réponde à votre question. On parle de la place de Paris, donc on appelle ça dans le jargon des centres financiers. Il y a un classement mondial qui est fait, qui est assez neutre, que je ne vais pas citer parce qu'il est assez compliqué à dépouiller, mais qui place la place de Paris, je crois, entre 17e et 18e position. Et un centre financier, vous le savez bien entendu, c'est pas qu'une bourse, c'est pas que des banques, c'est un écosystème extrêmement riche qui est en général un cercle soit vertueux, soit une spirale descendante. Et le premier centre financier de la planète, et depuis très longtemps, c'est Londres et de loin. C'est pas New York, c'est Londres et de loin. Suivi de New York et suivi ensuite d'Asiatiques qui montent très très fort comme Hong Kong. Stuttgart de Francfort, pardon, de mémoire sous-plaçant en 12e position. Alors peu importe parce qu'il y a un classement chaque année, c'est un classement subjectif hein, sur une quinzaine de critères et qui place Paris en 17e ou 18e position. C'est-à-dire dans les profondeurs du classement. Alors, pas dans les profondeurs, mais en tout cas pas à la hauteur de la 5e économie qu'est la France et de son positionnement dans la première plaque économique qu'est l'Europe. Voilà, c'est ce que je veux dire. La bourse, donc, on est à la fois extrêmement engagé, enthousiaste sur ce que nous faisons, mais on n'est qu'un élément, c'est ce que je voulais dire, d'un centre financier, et le cadre dépasse très largement le sujet de la bourse. Néanmoins, comme vous le soulignez, on va y revenir,
notre projet d'introduction en bourse redonne un coup d'envoi qui peut être extrêmement important pour recréer une dynamique que je pense extrêmement bénéfique pour la place de Paris. Point 1. Je ne reviens pas dans cette introduction sur les enjeux, bien entendu, mais il y a à la fois une notion de souveraineté dans le financement de notre économie, surtout au moment, comme vous l'indiquiez, où les banques souffrent pour distribuer des crédits et où il y a un phénomène de désintermédiation du financement de l'économie, mais il y a également un sujet de management du risque dans l'économie. On l'a vu dans la crise de 2008, on ne peut pas imaginer que les infrastructures, par exemple les chambres de compensation qui managent le risque, sur des instruments en euros ne soient pas localisés dans la zone en question. Bon, donc il y a toute une série d'éléments qui appellent de manière criante à ce que l'Europe, la zone euro et la France se préoccupent de sa filière industrielle dans le monde financier et sa place en tant que centre financier. Un mot et ensuite je réponds à vos questions sur pourquoi. Alors il y a de multiples raisons à ce déclin, pour appeler un chat un chat. Il y a eu des crises, des dysfonctionnements, le fait que les marchés se soient éloignés de leur rôle premier qui était de financer l'économie. Mais si je sors de mon point de vue l'élément le plus fort qui explique ça, ce mouvement et ce classement, c'est en un mot et sans être trop brutal, 30 ans de domination anglo-saxonne affirmée sur la définition des marchés financiers. Donc ce que je suis en train de pointer là, c'est que, et vous verrez l'importance que ça, c'est pas uniquement un problème de compétition entre des grandes banques et des bourses, etc. C'est un problème du fait qu'une pensée qui a structuré les marchés financiers, qui en a défini les règles, a prévalu à la fois aux US par une régulation qui s'appelle Reagan-MS là-bas, et en Europe, c'est la triste ironie de ce qui nous est arrivé, avec MIFID 1, dont Thierry Franck parlait, dont on sait maintenant qu'elle était très largement inspirée, pour ne pas dire plus, et lobbyée, par des vues anglo-saxonnes sur ce que devaient être les marchés financiers européens. Et quand on regarde, j'en arrêterai là avec mon introduction, ce qui s'est passé 6 ou 7 ans après la création du MIFID, ça a mais très vastement bénéficié à ce clan anglo-saxon et à la City, qui a fait que réaffirmer sa position prédominante année après année. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais si vous avez des questions, on peut vous montrer ça. C'est juste spectaculaire. Donc, du coup, il y a une prise de conscience après la crise de 2008 qui, alors, pour chacun d'entre nous, il faut une meilleure régulation pour dérisquer la planète et remettre les marchés au centre du jeu. On y a, nous, Euronext, beaucoup contribué. Mais, et j'en arrive donc du coup à notre sujet, on a tous compris assez rapidement qu'une meilleure régulation, c'était absolument nécessaire, mais que ça allait être assez lent à produire des effets, et que si on pouvait outiller cette meilleure régulation européenne et française avec des infrastructures de marché qui correspondent à la philosophie de financement de l'économie que nous avons et qui soient non pas sous contrôle américain ou anglais, mais européen, on s'en porterait sans doute mieux. C'est-à-dire donc c'est la conjonction, c'est ça mon point, entre une meilleure régulation, et MIFID 2 qui a été publié, dont le texte a été publié il y a quelques semaines, fait d'énormes progrès pour fixer les conséquences néfastes de MIFID 1. Et ce dont on est en train de parler, c'est donc d'essayer de recréer, et Thierry Franck a tout à fait raison, il ne s'agit pas que d'Euronext, mais d'un ensemble d'infrastructures de marché, qu'elles soient bourses ou chambres de compensation ou dépositaires en zone euro et en France, qui puissent jouer ce rôle de financement de l'économie, de stabilité, de transparence et de, entre guillemets, dérisquer la planète finance. Bon, donc voilà. Donc juste pour dire à quel point on est convaincu de ça, il se trouve, et là ensuite je réponds à vos questions, c'est promis, que l'agenda de ICE, donc qui est la société américaine, c'est pas parce qu'ils aiment nos théories ou nos thèses qu'ils font ça. Ce qu'ils ont un objectif, et c'est très bien pour nous, qui est parce que pour eux, c'est un truc marginal, pas très rentable, non? Pas du tout. Non, non. Je vous provoque, hein, non, je sais bien, mais c'est une bonne question. Non, non, eux voulaient, vous l'avez parfaitement souligné, ils voulaient acquérir le marché de dérivés en Angleterre, Life, et sa compensation. Pour eux, c'est majeur. C'est ça qui crée la valeur dans leur deal. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas le faire s'ils n'achetaient pas la totalité de NYSE Euronext, puisque nous n'avions pas l'intention de séparer Life. Du coup, ils ont acheté NYSE Euronext, et du coup, quand ils regardent dans NYSE Euronext, ils découvrent un marché Euronext, dont je vous parlerai, qui est très rentable et qui s'est vraiment restructuré, mais ce n'est pas leur métier. Ils ne travaillent pas dans l'equity, ce sont des spécialistes des dérivés et de la compensation internationale. Deuxièmement, ce n'est pas leur zone géographique, ils n'y sont pas, ils sont en Angleterre et aux US. Et troisièmement, vous vous doutez qu'ils se sont endettés pour acquérir NYSE Euronext, que donc il faut qu'ils travaillent là-dessus. Et donc c'est simplement parce que ce n'est pas le cœur de métier et ce n'est pas leur zone géographique. Et
Quand ils ont découvert, puisque nous ne publions pas nos chiffres, nous ne publions pas nos chiffres par géographie mais par ligne de business, la valeur d'Euronext, ils ont compris très rapidement, vous y faisiez allusion, qu'en fait ils pourraient séparer Euronext et le vendre, et non pas le vendre à Pierre-Paul ou Jacques, mais le réintroduire sur le marché via un IPO, parce que c'est ce que souhaitaient les gouvernements, les trésors et les régulateurs qui nous régulent. Ça leur a été dit très en amont dans le deal, et ça correspondait à la tendance que vous soulignez, qui est que chaque pays, d'ailleurs que ce soit dans la zone américaine, asiatique ou européenne, cherche à reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre sur ses outils de financement de son économie, et les bourses en font partie. Du coup, calendrier. Alors, une question que vous avez posée en introduction, c'est une grande opportunité, comme vous le soulignez, et comme le soulignait Thierry Franck. Et ce n'est pas un retour à la case départ. S'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers, mais Euronext, détaché du groupe Euronext, est bien plus fort, certes amputé, pour être très clair, de la partie Life, donc les dérivés anglais, mais bien plus fort que ce qu'était Euronext en 2007, lorsqu'on a fusionné, dans un monde de monopole, donc où on a navigué pendant des années dans une industrie extrêmement féroce, où nous maintenons nos parts de marché mieux, et on peut le montrer avec nos chiffres, que n'importe quelle autre bourse en Europe, où nos marchés élèvent un peu moins de 100 milliards d'euros par an pour les entreprises, les investisseurs qui y opèrent. C'est le chiffre, c'est 92 milliards en 2013. On a migré notre technologie, ce qui est un cœur de métier pour les bourses, donc toutes ces migrations sont derrière, c'est des investissements massifs. On ressort et on a un profil de business dont je vous parlerai, qui n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, uniquement focalisé sur le métier action, mais on a un gros bout de dérivés, donc tous les dérivés continentaux, dont les dérivés matières premières, dont on reparlera ultérieurement, font partie de ça, nos indices, nos données de marché, notre technologie commerciale. Donc c'est une société qui a un profil de business qui est extrêmement résilient, qui a été restructuré et qui est, si ce n'est à son poids de forme, en tout cas très largement aguerri. Calendrier, et pourquoi ça a duré aussi longtemps? Quand ICE, donc c'est une valse à 4 temps, ICE a annoncé en décembre 2012 avec nous, donc il y avait unanimité du côté du board de NYSE Euronext. Les Européens, donc j'étais board member, ont extrêmement pesé pour que le détachement d'Euronext soit annoncé initialement, c'est-à-dire que la totalité des étapes soit annoncée. Ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde, mais à la fois ICE et les board members européens y tenaient. Donc ICE a passé 1 an à avoir ce qu'on appelle la non-objection du collège de régulateurs pour pouvoir acheter NYSE Euronext. C'est une opération qui est très complexe. Je pourrais rentrer dans le détail. Alors, ce n'est pas eux qui ont lambiné, ni nous, et c'est tout à fait normal que les régulateurs, d'ailleurs aux US comme en Europe, nos 5 régulateurs, donc France, Belgique, Hollande, Portugal et les Anglais, examinent dans le moindre détail qu'en aucun cas la stabilité des marchés ne sera touchée. Et deuxièmement, ICE a eu à donner des garanties sur un certain nombre de choses, dont en particulier le détachement d'Euronext. Bon, phase 1. Elle s'est bouclée en novembre dernier. Phase 2, qui se terminera dans quelques semaines, c'est nous cherchons maintenant à obtenir les accords, ICE et nous, pour, dans notre jargon, extraire Life, le marché des dérivés, qui sera ensuite intégré à ICE et séparer Euronext de manière totalement stable et totalement équipée. Alors, on y est presque, je pense, c'est les régulateurs qui nous diront ça, mais je pense qu'on aura les accords pour faire ça sous quelques semaines. Donc, ça concerne, pour ce dont on parle aujourd'hui, le fait que Euronext séparé soit totalement équipé et n'ait plus de lien de dépendance avec ICE, mais la totalité de ses ressources, la totalité de son informatique, la totalité de ses contrats, la totalité de ses classes d'actifs. Pour prendre un exemple qui vous tient à cœur, Monsieur le Président, que les contrats commodités, par exemple de blé, etc., soient bien avec Euronext et qu'il n'en reste pas un côté de ICE, etc., etc. Donc ça, bien entendu, vous imaginez, pour nous, Euronext, ou pour les gens qui s'occupent de nous en Europe et en France, comme pour les régulateurs, c'est extrêmement important. Donc voilà la deuxième phase. Elle sera bouclée vraisemblablement début mars. Troisième phase, qui donc commence en parallèle, non officiellement, c'est la préparation de l'IPO. Nous tenons à ce que, donc ICE et nous tenons à ce que ce soit un IPO, puisque vous vous doutez qu'on n'a pas l'intention au moment où on détache Euronext d'être la proie d'une autre entité qui viendrait racheter Euronext ou faire une offre alléchante pour les actionnaires et enlever cette opportunité et que ce soit une opportunité ratée. Donc c'est un IPO, on le prépare. Ce que dit ICE et nous-mêmes pour l'instant, c'est que ça devrait avoir lieu d'ici la fin du premier semestre 2014. Donc c'est un planning très tendu, donc vous voyez encore une fois qu'on ne l'embine pas. Et vraisemblablement, donc, on filera un prospectus chez les régulateurs dans les deux mois qui viennent. Voilà. Et reste donc une question qui est la stabilité d'Euronext
que vous évoquiez, que Thierry Franck évoquait. C'est un engagement, donc c'est très clair, ce que les gens de ICE et nous-mêmes faisons, c'est un engagement qui a été donné aux régulateurs, et derrière les régulateurs, les gouvernements des 4 pays d'Europe continentale où nous opérons, qui est que pour stabiliser Euronext, qu'on ne reparte pas dans une aventure de consolidation, encore une fois avec Pierre, Paul ou Jacques, il y a un actionnariat stable. Donc ICE est engagé, au moment de l'IPO, d'identifier ce qu'on appelle les actionnaires de référence, qui doivent être tous, sans aucune exception, approuvés par les régulateurs, pour, encore une fois, apporter une stabilité. Il y a 2 notions dans la stabilité. C'est la stabilité des marchés qui est fondamentale, bien entendu, et deuxièmement, la stabilité dans la propriété d'Euronext, c'est-à-dire que ces actionnaires-là puissent, à l'avenir, décider avec qui Euronext devrait ou ne devrait pas fusionner dans une consolidation européenne qui ne manquera pas d'arriver dans les années à venir. Voilà, on en est là. Je vais m'arrêter ici, juste pour vous dire que j'aurais insisté sur un point. Le profil d'Euronext à la séparation est bien plus fort, c'est ce que je le répète encore une fois, que ce qu'Euronext était, même amputé de Life, il y a quelques années. Et on termine un roadshow avec mes équipes, donc on est allé voir ces fameux actionnaires de référence. En général, lorsqu'on rentre dans le détail de notre profil business et de la performance et de nos projets de développement, on a des feedbacks qui sont plutôt enthousiasmants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cerutti, notamment pour toute la fin de votre exposé, mais pour l'ensemble, bien sûr. Et ce que vous dites tend à montrer que la décision de 2007, dans les conditions de l'époque, n'était pas une si mauvaise décision que cela. Si l'entreprise s'est renforcée, si elle a évité d'être absorbée par le silo, au moins elle existe. Il y a quelque chose à vendre. Je me permets de le dire en référence au débat de cette époque-là et en passant la parole au président Gérard Mestralet. Alors, cher président, êtes-vous content de cette évolution ? Merci, Monsieur le Président. Oui, nous sommes contents de cette évolution. Et si vous me le permettez, je voudrais faire quelques observations pour placer à la fois le débat très important que vous avez soulevé aujourd'hui, et je me réjouis que la Commission des finances du Sénat se penche sur cette question et y attache autant d'importance, parce que c'est un sujet central pour l'avenir de la place de Paris et pour son image. Donc Paris Europlace, le président le sait bien, mais je le rappelle, regroupe l'ensemble des acteurs de la place financière de Paris, les banques, les compagnies d'assurance, les intermédiaires et les gestionnaires d'actifs, mais aussi les régulateurs et les collectivités locales de la région, c'est-à-dire la ville de Paris et la région Île-de-France. Au fond, c'est un petit peu la City. En plus petit, modestement, mais avec davantage de représentation autour de la table. Et notamment la représentation des émetteurs, c'est-à-dire des clients de la place. Et la place a souhaité nommer à sa présidence un utilisateur, c'est-à-dire un industriel émetteur qui porte la voix des entreprises industrielles, entreprises commerciales, entreprises de services, nous avons besoin d'une place financière de proximité forte, compétitive, pour avoir accès à des financements dans des conditions au moins égales à celles de nos grands concurrents internationaux. Je reviens d'un mot sur les comparaisons. Dominique en a évoqué certaines sur le rang de la place de Paris. Il y en a qui sont encore plus, je dirais, pénalisantes. Le Global Financial Index, qui est vrai est piloté par la place de Londres, nous place au 28e rang, c'est-à-dire encore plus loin dans le classement mondial. Mais, avant Zagreb, peut-être. Mais il est vrai que ce sont des appréciations subjectives. Il y a un index qui est fait par Dow Jones, Xinhua Dow Jones, fait à partir d'éléments statistiques qui nous placent au 7e rang des places financières mondiales. Il est vrai que nous sommes légèrement en recul puisque nous étions au 5e rang en 2010. Donc le sens de l'évolution est malheureusement celui d'un recul. Néanmoins, aujourd'hui, par les mouvements et par la dimension sur le plan statistique, nous ne sommes pas aussi loin. Le problème Euronext est central, mais il ne faut pas confondre Bourse de Paris et Place de Paris.
il est très symbolique, très en vue, et l'intérêt que vous y portez tous, que nous portons au niveau de Paris Europlace depuis longtemps, nous avons accompagné les évolutions et tous les différents mouvements, et nous étions clairement opposés à l'époque à l'absorption d'Euronext par le silo dont vous parliez. Et donc je crois que au bout du compte, si l'opération qui est en cours aujourd'hui est réussie, si elle réussit, je crois que le passage par la fusion avec NYSE Euronext, en évitant l'absorption par le silo, aura été, quelques années plus tard, une formidable réussite tactique. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là. Place de Paris, Bourse de Paris. La Bourse de Paris, c'est 400 personnes employées directement, alors que l'industrie financière, c'est 300 000 personnes. Et néanmoins, c'est vital pour l'image. Alors, les raisons du recul, je les mentionne rapidement avant de revenir à Euronext. C'est des tendances de fond sur la place de Paris. Malheureusement, mauvaise allocation de l'épargne, qui est pourtant abondante, l'épargne des ménages, qui s'investit, je dirais, trop dans le logement, pas assez sur les entreprises. Une fiscalité à l'envers, qui privilégie court terme et pénalise l'épargne longue. Même si il y a eu, il faut le dire, avec PEA, PME et fonds euro-croissance, le régime des corporate ventures, des avancées, mais on procède un peu par exception. Là où la règle aurait dû être effectivement une fiscalité à l'endroit, privilégiant le risque et le long terme. Troisièmement, un problème qui joue sur l'image et donc sur le classement, c'est l'instabilité de la règle fiscale et sa rétroactivité, qui est souvent destructrice sur l'image. Quatrièmement, la surfiscalité qui affecte le secteur financier français lui-même. Je ne reviens pas sur les détails, sauf si vous le souhaitez tout à l'heure. Malgré cela, je crois qu'il faut se féliciter de la robustesse de notre cadre de régulation financière, en France d'abord, mais aussi en Europe, au fond, qui a permis d'éviter le risque majeur d'effondrement de la zone. Néanmoins, il y a encore certains projets européens, projets de réforme bancaire et projets de taxe sur les transactions financières, qui peuvent remettre en cause, au fond, l'équilibre vers lequel on est en train de tendre pour le financement de l'économie française. Je ne développe pas ce point, mais je tenais néanmoins à le mentionner. Alors, au-delà de ce constat rapide, pourquoi a-t-on besoin d'une place financière dynamique et d'une industrie financière puissante? Vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est pour les entreprises un enjeu majeur. Les entreprises ont été pendant longtemps et sont encore aussi largement financées par le crédit bancaire, majoritairement en France et en Europe. C'est minoritaire aux États-Unis, mais la tendance est bien, à la fois par les régulations, durcissement des règles du crédit, renchérissement du coût et contraction des volumes, et donc une nécessité pour les entreprises d'avoir un recours accru aux marchés financiers. Et de ce point de vue, pour le marché des fonds propres, Euronext est dans une position clé. En tout cas, c'est un enjeu à la fois stratégique pour le tissu industriel français et d'une certaine façon aussi un enjeu de souveraineté pour le pays. Alors, nous avons beaucoup travaillé sur toutes ces questions au cours de l'année 2013 à Paris Europlace. On a fait un rapport sur le financement de l'économie, le financement des entreprises, plus le rapport Cabane sur l'intermédiation financière et l'autre, le rapport Perrier sur les investisseurs, remis le mois dernier. À nos yeux, il y a 4 enjeux décisifs pour le financement. D'abord, dans un contexte de financement croissant des entreprises par les marchés, du fait de l'ensemble des réformes prudentielles, il faut pouvoir apporter des financements aux entreprises et à notre économie. Deuxièmement, il faut pouvoir garder la maîtrise de nos centres de décision, sachant quand même que 46% de la capitalisation de la Bourse de Paris aujourd'hui
du CAC, en tout cas, est détenue par des investisseurs étrangers, et que pour la dette publique française, on passe à 63%. Il faut continuer à développer en France les emplois financiers. Notre industrie financière, c'est 1,2 million emplois, dont 300 000 sur la seule région Île-de-France, donc 6% de la population active. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, c'est à la fois des actions que la place est prête à prendre et des actions d'accompagnement par les pouvoirs publics. S'agissant de la place, nous avons détaillé dans les rapports Perrier et Cabane les orientations que nous souhaitions, et c'est là-dedans que s'inscrit Euronext. En matière d'intermédiation financière, il faut favoriser le développement des instruments de crédit, de financement de projets, les placements privés, la titrisation, le marché obligataire corporate qui a pris ces dernières années beaucoup d'importance. Mais aussi, il faudrait pouvoir rendre ce marché obligataire accessible aux PME, ETI. Et il y a aussi les project bonds. Deuxièmement, il faut développer la filière action. La filière action, celle qui traite sur des fonds propres, c'est-à-dire la denrée la plus rare sur le marché du financement. Et là, il va de soi que la mise sur le marché d'Euronext est un enjeu important qui doit permettre de recréer un ensemble continental des 4 bourses, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, proche des utilisateurs, compétitif au plan européen et au plan mondial. La décision prise par ICE de redonner un peu sa liberté à Euronext, qui effectivement a été renforcée pendant cette période sur le marché action, est une opportunité que nous n'avons pas le droit de rater. Et le risque d'échec va bien au-delà, encore une fois, de ce que représente le capital d'Euronext pour les émetteurs. Si nous ratons, je crois que l'image de la place de Paris en serait très durablement affectée et son rang dans les classements subjectifs reculerait encore bien davantage. De passer derrière Zagreb. Alors, est-ce que, selon vous, des grands émetteurs de la place peuvent être des actionnaires de référence de ce nouveau Euronext? Oui, ça n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. D'ailleurs, certains d'entre eux étaient devenus actionnaires d'Euronext au moment où certains risques au niveau européen, notamment l'absorption par le silo dont vous parliez, étaient apparus. Alors, nous pensons plusieurs choses. Premièrement, le business model d'Euronext semble, aux yeux de tous les professionnels, extrêmement solide. Et donc, je dirais, les acteurs de marché doivent logiquement, pour des raisons financières, être intéressés par l'investissement. Néanmoins, comme l'a dit Dominique Cerutti, il faut un ancrage et il faut donner de la stabilité à cet ensemble d'actionnaires. Il faut des actionnaires, alors je ne sais pas si on s'appelle actionnaires de référence, mais en tout cas qui, le moment venu, discuteront avec le management d'Euronext s'il y a des orientations stratégiques, voire, au fil des années à venir, des alliances à faire au sein de la zone euro, parce que c'est au sein de la zone euro que les choses vont se jouer et qu'il y aura peut-être à venir des alliances ou des concentrations. Mais donc, au-delà des investisseurs, je dirais professionnels, qui investissent, il faut un ancrage d'actionnaires plus stable. Naturellement, il faut d'abord que ce soit les professionnels, je dirais, de la finance. C'est leur métier. Et là, il faudrait effectivement, je dirais, qu'ils puissent rester dans la durée.
dans la durée, ce qui n'avait pas été le cas il y a une dizaine d'années. Je crois que ça avait handicapé les réflexions stratégiques sur l'avenir d'Euronext. En dépit de ce handicap, ce qui s'est passé n'est pas critiquable. Hein, n'est pas critiquable. Donc, ça, c'est important. Les émetteurs, ce n'est pas leur métier, mais l'enjeu est important pour eux aussi. Il l'est pour nous. Donc, puisque nous souhaitons qu'il y ait à Paris une place de proximité, pour nous, émetteurs, si la stabilité de ce très bel instrument peut s'opérer par un tour de table de professionnels, tant mieux. S'il faut que des émetteurs viennent apporter une contribution qui restera symbolique, mais avec la force du symbole, pourquoi pas? Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président Mestralet, d'avoir répondu de façon directe à ces questions. Monsieur le professeur Sainvet, alors, est-ce que le droit financier français, le droit continental, compétitif, est-ce que la question a un sens? On évoquait tout à l'heure des directives européennes qui, en réalité, avaient été façonnées, influencées par des intérêts anglo-saxons sur la base de concepts qui sont devenus worldwide. Est-ce que vous pouvez nous guider en 5 minutes, n'est-ce pas, dans cette réflexion extrêmement fondamentale? Merci, je vous en remercie par avance. Et enfin, à titre d'illustration, peut-être pourriez-vous nous livrer quelques mots sur la finance islamique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut générer des flux d'opérations en droit continental, ou ceci est-il déjà joué en faveur de Londres? Merci, Monsieur le Président. Vous guidez certainement pas, essayer de répondre à vos questions, peut-être. Ce que je souhaiterais, au fond, c'est partager avec vous, très simplement, de brèves réflexions, fondamentalement 3. La compétitivité juridique du droit français. Le point de départ, c'est évidemment la conscience de ce qu'aujourd'hui, le droit financier est d'abord européen, et non pas français, non pas national. Il est d'abord européen, ce qui veut dire tout de même, il faut en avoir conscience, que la règle du jeu est évidemment non pas dans ses détails, et les détails ont leur importance, mais dans ses principes, elle est commune à l'ensemble de l'Union européenne. Donc la question qu'il faut se poser de notre point de vue, c'est que reste-t-il aux États nationaux dans le domaine du droit financier? Alors, il y a évidemment la transposition, ce qu'on peut faire dans les interstices, qu'on appelle une fois le gold plating, mais ça n'ira pas en s'étendant, puisque la tendance à Bruxelles aujourd'hui est de fabriquer des règlements et non plus des directives, et qui dit règlement dit absence de transposition, c'est dit application directe. Alors, ce qui reste encore aussi aux États-nations, c'est le contrôle au sens de surveillance, la surveillance de la bonne application de la règle de droit, c'est-à-dire essentiellement l'action des régulateurs. Mais là aussi, il faut avoir conscience de ce que la tendance actuelle est, encore un peu timidement, mais de remonter le contrôle au niveau européen. Ça, c'est le projet de l'Union bancaire européenne. Et puis, c'est la création des 3 grandes autorités, la bancaire, l'autorité ESMA et puis l'autorité assurance. Ce qui reste alors plus nettement aux États nationaux, ce sont tous les processus de sanctions. Donc, aussi bien régulation que judiciaire. Et puis enfin, et ça nous rapproche probablement de notre question, ce que j'appellerais pour simplifier le droit privé traditionnel, c'est-à-dire les chapitres du droit privé qui trouvent à s'appliquer, parmi d'autres secteurs, au domaine financier. Et évidemment, le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, le droit des biens, le droit des sûretés. Et quand on fait la comparaison droit continental, droit des pays anglo-saxons, je crois qu'il faut avoir conscience de cela.
les traditions juridiques valent dans les derniers domaines que je viens d'indiquer. Là, on peut parler de common law, de tradition juridique continentale. En revanche, pour ce qui est droit financier fabriqué à Bruxelles, ce sont des choses modernes, les traditions ont peu de poids. Et si les anglo-saxons ont pris la main, ce n'est pas pour des raisons vraiment juridiques, c'est parce que c'est leur pensée en matière de finance qui s'est imposée. Ce n'est pas leur pensée en matière juridique. La pensée en matière juridique, on la retrouve dans les contrats, la responsabilité civile, des choses comme ça. Donc si on admet cette prémisse, mais il s'en déduit un peu les lignes dans lesquelles il faut se diriger si on veut avoir un comportement adapté, puisque le droit se fait d'abord à Bruxelles, mais il faut être présent, évidemment, et nous le sommes, mais il faut être peut-être un peu plus présent juridiquement, c'est-à-dire également avoir des juristes, des vrais juristes dans les équipes, etc. Et d'autre part, lorsqu'on travaille chez nous, en droit interne, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, dans les autres pays comparables, fondamentalement l'Allemagne et le Royaume-Uni, pour essayer de ne pas être le plus mauvais disant, pour faire une règle qui soit capable de subir la concurrence des autres États. Ce qui m'amène à ma deuxième série d'observations, qui est la suivante. Les conditions aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que se déploie une véritable concurrence juridique. C'est-à-dire que les barrières protectionnistes ont été largement abaissées. En droit des sociétés d'abord, et ça c'est la localisation des émetteurs. Les instruments sont à disposition aujourd'hui. La société européenne, transfert de siège. LVMH, les lu dans la presse, est en train d'adopter le statut de société européenne. Ça veut dire qu'ils ont le moyen juridique de partir. Je ne dis pas qu'ils le feront, je ne dis pas qu'il sera utilisé, mais juridiquement, l'instrument est là. Fusion intra-communautaire avec la société européenne et puis avec la directive fusion transfrontière. Et la fusion, évidemment, permet en même temps le transfert de siège si la société absorbante a son siège dans un autre pays que la France. Donc ça, c'est le droit des sociétés. Du point de vue du droit boursier, il y a un certain nombre de directives, prospectus, transparence, et j'allais dire à moitié directives offre publique, qui ont adopté comme facteur de rattachement, c'est-à-dire comme critère de répartition des compétences à l'intérieur de l'Union européenne, l'État d'origine. Compétence de l'État d'origine, non seulement pour la loi, mais pour l'autorité compétente. Donc ça veut dire que concrètement, si on transfère son siège ou si on installe ab initio son siège aux Pays-Bas, on est soumis à la loi néerlandaise du point de vue droit et société, à la loi néerlandaise pour tout ce qui est prospectus, transparence, par exemple les franchissements de seuil, pour une bonne partie du droit des offres publiques, et on relève de la compétence de l'AFM, de l'autorité néerlandaise, plus de l'AMF, même si par ailleurs on est coté à Paris. Alors pour terminer ce bref tour d'horizon des conditions de l'installation de concurrence juridique, aujourd'hui on peut réaliser les transactions hors bourse, donc même si on est coté à Paris, des investisseurs peuvent aller faire leurs opérations à Londres. Et enfin, il y a la possibilité d'aller, au fond, de choisir sa bourse de cotation, soit à l'origine, soit même à travers un transfert de lieu de cotation. Donc tous ces instruments ne sont pas nécessairement très utilisés aujourd'hui, mais ils existent, ils sont à disposition des opérateurs. Et puis ma troisième et dernière observation va être relative au droit, exactement au système juridique. Ce dont il faut, me semble-t-il, avoir conscience, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir ces codes, des codes monétaires et financiers, de lire les articles, de les interpréter, et puis éventuellement de comparer avec les dispositions équivalentes du Bundes quelque chose, à la loi allemande. Bien. Un système juridique, c'est un ensemble. J'ai entendu le mot écosystème, il s'adapte ici aussi. Et j'énumérerai, il y a évidemment le droit écrit, il y a tout ce qu'on appelle le soft law aujourd'hui. Chez nous, il y a le code AFEP-MEDEF. Au Royaume-Uni, il y a le UK Code. Et les deux méritent également d'être comparés. Donc, droit écrit, soft law, l'action des régulateurs, les décisions judiciaires, le travail
et ça, je voudrais le souligner en terminant mon propos, le travail des praticiens, c'est-à-dire les professions juridiques. À Londres, il y a 5 cabinets dominants, le Magic Circle, 5 cabinets, 4000, 5000 avocats chacun, à peu près, comparé à Gilles Loiret-Noël à Paris. La place des professions juridiques est fondamentale dans la mise en œuvre de tout ceci. Et puis, j'ajouterai modestement le rôle de la doctrine. Et il ne suffit pas de comparer point par point. Tout ceci forme un ensemble. C'est une combinaison. Et un bon système juridique, ce sera un système dans lequel tout ceci fonctionne bien ensemble. Ben, c'est peut-être pas tout à fait aujourd'hui le cas en France, mais si vous mettez, Monsieur le Président, le sujet sur la table, c'est qu'on envisage des progrès. Je vous en remercie. Merci infiniment, Monsieur le Professeur, pour nous avoir apporté cette vision générale des enjeux. Alors, Madame Damarzit, si elle le veut bien, va conclure cette première série d'interventions. Elle a sûrement beaucoup de choses à nous dire, mais je crois elle a d'ailleurs un impératif en fin de matinée. Merci beaucoup. Et je ne pourrai malheureusement pas être moi-même présente à votre audition la semaine prochaine sur l'union bancaire parce que je serai à Bruxelles en train de négocier un des aspects, mais le sous-directeur sera présent. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites, évidemment, donc je vais essayer de ne pas les répéter, mais peut-être de rebondir. La place financière, c'est effectivement un concept qui est plus large que la bourse. En même temps, on l'a vu, et ça a été très bien expliqué par les différents intervenants, le marché boursier sous ses différentes catégories, réglementées, non réglementées, à destination des grandes entreprises, des plus petites, et puis les autres activités que le marché action, est importante, en particulier dans le contexte d'une certaine désintermédiation du financement des entreprises. On a vu avec la crise dans un premier temps et avec l'augmentation des normes prudentielles que notamment les grandes entreprises se tournaient davantage vers les marchés financiers. Mais le deuxième élément, c'est également la possibilité de remarchéisation, c'est-à-dire ces financements désintermédiés peuvent intervenir soit totalement de gré à gré, soit utiliser davantage un marché sur lequel il y a une certaine organisation collective finalement de rencontre de l'offre et la demande. Et c'est là que effectivement on peut utiliser le marché boursier. C'est donc l'introduction en bourse d'Euronext et la sortie progressive de ICE est une opportunité en soi qu'il faut saisir, et je vais y revenir. Et c'est aussi l'occasion pour la place de Paris de se saisir de cette opportunité pour une réflexion en commun probablement avec les pouvoirs publics pour avancer sur une stratégie plus globale, et ça a été très bien expliqué par Gérard Mestralès. C'est des choses qui ont été déjà en partie préparées par des rapports de place. Je reviens un petit peu sur les questions d'environnement réglementaire. On a beaucoup parlé de la directive MIFID. Je pense que nous étions conscients à l'époque, au moment de la négociation de MIFID 1, ça n'a pas été une surprise a posteriori, qu'il y avait là des évolutions qui n'étaient pas favorables à la place de Paris et à notre organisation. Nous avons mis toutes nos forces dans cette négociation, mais elles étaient dans un jeu de force qui ne nous était pas favorable, avec une commission qui n'allait pas dans notre sens. Donc nous avions fait à l'époque pouvoir public tout ce que nous avions pu, mais à la fin, effectivement, on est sorti d'un système de concentration des ordres qui probablement avait vécu, mais dans un environnement, pour basculer sur un environnement où finalement l'existence de grandes banques d'investissement plus puissante à Londres qu'à Paris est devenue le moyen de pouvoir tirer le meilleur parti de cette nouvelle concurrence entre les différentes plateformes réglementées d'une part qui perdaient son monopole et plateformes d'internalisation systématique et toutes sortes de plateformes d'ailleurs qui ont beaucoup proliféré. Dans ces cas-là, quand on se sent minoritaire, écrasé, on ne bloque pas, enfin on dit tant pis, enfin c'est comme ça que ça se passe? C'est toujours une question de négociation, c'est-à-dire que si vous vous positionnez comme quelqu'un qui sera dans la minorité et que vous ne pouvez pas bloquer, on ne vous donne plus rien dans la négociation. Donc nous avons obtenu un certain nombre de sauvegardes qui étaient les meilleures que nous puissions avoir en étant dans la négociation. Voilà comment ça s'est terminé.
assez rapidement, quand même, les excès de cette réglementation ont été manifestes, et à l'issue de la crise, il y a une nouvelle directive MiFID qui a été remise sur le métier. Nous avons à nouveau négocié, n'avons pas obtenu tous nos objectifs, mais c'est quand même un progrès important par rapport à la précédente, notamment dans le sens d'une plus grande transparence des ordres. Et la préservation en particulier, qui était un point important de notre négociation, des règles de négociation sur les marchés actions, puisqu'il pouvait y avoir un nouveau danger de ce point de vue-là. Deuxième point réglementaire qui a été abordé en passant, c'est la question notamment de tout ce qui concerne la banque d'investissement et sa réglementation, et c'est un point qui a été très important dans la discussion sur la question de la séparation structurelle des banques. Et dans la loi bancaire qui a été adoptée par le Parlement, l'une des raisons pour lesquelles la proposition a été telle que vous avez été en position de l'adopter était de préserver une capacité de market making sur la place de Paris dans de bonnes conditions, avec un bon équilibre entre les impératifs de sécurité dans la manière dont se déroulent ces opérations et l'impact que ça peut avoir sur on va appeler ça la résolvabilité des banques en cas de problème, et en même temps le fait qu'il puisse y avoir un marché, y compris de proximité, si j'ose dire, de market making en France. Donc ces questions qu'on voit ici sous un angle assez favorablement de compétitivité de la place, il ne faut pas les oublier évidemment quand on les prend par un angle plus bancaire, parce que sinon effectivement on est dans une situation où on perd cette capacité justement d'avoir la partie de correspondance avec la bourse qui passe par les banques, et les banques dans leur activité de banque d'investissement. Monsieur Mestralet a mentionné le projet de taxe sur les transactions financières, qui est aujourd'hui au menu du Conseil des ministres franco-allemand. Là aussi, l'objectif est de chercher un équilibre avec et le ministre l'a dit très clairement, y compris hier, la recherche d'une taxe ambitieuse, mais qui est un rendement. On voudrait avoir la marque de cette ambition via une taxe qui soit efficace, donc qui est un rendement, et donc éviter que la manière dont on la calibre n'aboutisse à des fuites dans le système qui nuiraient d'ailleurs au rendement. Donc c'est là aussi évidemment un impératif d'équilibre délicat. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Sainvet sur la question de droit des sociétés. C'est important effectivement, puisque la cotation et la résidence sont déconnectés. On a un certain nombre de sociétés du CAC 40 qui ne sont plus localisées, qui n'ont plus le siège social à Paris. Or, effectivement, de notre point de vue, c'est bien le siège social qui marque le régulateur qui est en charge, même si on a des collèges de régulateurs et qu'il y a des relations entre eux. Donc c'est un point qui est extrêmement important, et à cet égard, le gouvernement et le législateur ont l'occasion régulièrement d'aborder ces questions à l'occasion de projets de textes, dont un certain nombre d'ailleurs sont d'initiatives parlementaires. Je pense aux projets sur l'économie réelle, par exemple, ou des questions de responsabilité entre les maires et les filiales. Donc c'est des questions qu'il faut aussi avoir dans un environnement parfois plus vaste. Initiative parlementaire toute relative dans ces domaines, au moins formellement. Ah, ça, écoutez, voilà. Je mais ne connais que des projets où nous sommes voilà. Pour la plupart des vieux routiers de ces choses. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Alors, si je viens à la question de Ronex en particulier, le ministre a donné son accord sur l'opération, sur le changement de contrôle de Ronext, de NYSE Euronext en préalable effectivement à la réduction progressive du rôle d'ICE en novembre dernier, en fixant un certain nombre de conditions, notamment sur la gouvernance de la future structure, et les régulateurs auront à se prononcer au moment de l'introduction en bourse. Ça, ce sont des choses qui sont importantes, et dans ce contexte-là, nous sommes favorables effectivement à ce qu'il y ait un noyau d'actionnaires stables qui fédère des représentants des places et des différentes places évidemment européennes. Et il y a un dialogue qui doit s'établir à cet égard, évidemment, pour soutenir quelque chose qui puisse permettre à Euronext d'être stable dans cette période de transition d'une part, et d'autre part d'envisager, si nécessaire et le moment venu, des évolutions ultérieures dont nous souhaitons effectivement qu'elles s'inscrivent dans un contexte de zone euro. Sur
Sur la question plus globale, le ministre a annoncé qu'il souhaitait la réunion d'une commission qui a été surnommée Place de Paris 2020, qui permette d'aborder plusieurs thématiques de manière à prendre les choses de manière générale. Dans ces thématiques, nous pensons qu'il serait possible de les fédérer en 4 thèmes. Une évaluation de la compétitivité relative de la place de Paris, qui permettent d'avoir, alors nous avons parlé tout à l'heure d'un certain nombre de classements, mais qui permettent d'avoir notre propre réflexion sur cette question-là et peut-être la partager dans un cercle plus vaste. Deuxième axe de développement, renforcer les solutions d'appel au marché pour le financement à long terme de l'économie. Et un certain nombre des thèmes ont été abordés autour de la table d'ores et déjà. La question des placements privés, la question de l'accès durable aux capitaux propres pour les PME et les ETI. Un premier retour sur la création d'Internext, qui a été lancé par Euronext pour répondre à une demande de la part des PME et des ETI sur leur association à la cotation. Et puis un cadre plus transparent et mieux régulé des opérations de titrisation. Troisième axe, garantir un accès durable, efficient et sécurisé aux infrastructures de marché et de post-marché. On a vu tout à l'heure qu'elles étaient conjointes. Et enfin, quatrième axe, valoriser la place de Paris auprès des investisseurs internationaux et renforcer l'attractivité des produits et des services financiers à l'étranger. On sait que, notamment via les places asiatiques, il y a un enjeu important de correspondance entre les places de ce point de vue-là pour des émissions en renminbi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame le chef de service. Alors, Monsieur le rapporteur général, les témoins sont à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Beaucoup de questions ont déjà trouvé réponse puisque les exposés ont été riches et instructifs. Donc, je m'en tiendrai à quelques questions simples pour éclairer un peu plus ma lanterne, si je puis me permettre. Et tout d'abord, sur la bonne compréhension de ce qui est en train de se passer, puisque, si j'ai bien compris, on nous dit qu'on est mal placé dans les classements mondiaux sur l'importance de la place financière et l'importance de la bourse. Et d'un autre côté, M. Cerruti nous dit on est en train de s'améliorer. Donc c'est mieux aujourd'hui que ça n'était en 2007, si j'ai bien compris. Donc ce serait bien qu'on nous dise si ça va mieux ou au contraire si on s'enfonce. C'est un point, moi, que je n'ai pas bien compris. Sur le même sujet, et m'adressant à M. Mestralet, je voulais qu'il nous dise depuis quand la fiscalité la considère-t-il à l'envers? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancien, nouveau, et est-ce que pour la mettre à l'endroit, il faut faire des choses en particulier? Enfin, peut-être des précisions complémentaires, c'est utile sur ce point. Et sinon, dans les questions de contexte, j'ai bien aimé l'expression utilisée par M. Cerruti disant qu'on va dérisquer. C'est un mot qui est sans doute inspiré du langage anglo-saxon. On va dérisquer un peu mieux grâce à ces évolutions de la législation financière européenne, EMIR, MIF 2. Mais sur le terrain du financement de l'économie et des entreprises, est-ce qu'il y a des avancées notables qui vont être susceptibles de pouvoir être exploitées grâce à cette évolution de la législation financière européenne et qui permettrait à ce moment-là, à la place de Paris, de trouver un peu de dynamisme amélioré? C'est une question qu'on pouvait se poser. En ce qui concerne le financement des PME et des ETI, qui est évidemment un sujet de préoccupation majeur. M. Franck l'a évoqué. Dans son rapport, c'est un sujet qui est largement développé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le marché tel qu'il est vraiment adapté pour ces entreprises? Et est-ce que les analyses financières que vont faire les investisseurs vont vraiment les conduire, à vos yeux, à s'intéresser à de petites sociétés? Le marché sera-t-il suffisamment liquide? Bref, est-ce qu'on prend une orientation à travers ces évolutions dont il a été question? Est-ce qu'on prend une orientation qui va être favorable, plus favorable à ces petites entreprises? C'est une question qu'on continue à se poser. S'agissant à présent de la question de la place de Londres et
de la crainte que certains peuvent exprimer à l'égard du grand méchant loup londonien. Moi, je reste dans l'interrogation concernant le regroupement des forces de l'Europe continentale, et ceci au regard de la puissance de Londres qui tire bien son épingle du jeu dans les négociations européennes en matière de régulation financière. On n'a pas le sentiment qu'il y a aujourd'hui une grande équité des conditions de marché entre l'Europe continentale et Londres. Est-ce que pour renforcer la capacité d'influence de l'Europe occidentale, ne faudrait-il pas envisager un rapprochement avec Francfort pour créer une grande bourse de la zone euro, puisque aujourd'hui la zone euro émet des velléités d'existence, de renforcement de ses capacités. Certains parlent même d'un parlement propre à la zone euro. Monsieur le Président, ce n'est pas forcément dans vos intentions à vous, mais d'autres peuvent émettre ce type de suggestions. Oui. Bref, est-ce que le renforcement de la zone euro n'appelle-t-il pas la consolidation de l'outil de financement à travers donc ce rapprochement éventuel avec Francfort? C'est une question qui reste, je pense, sur la table et qu'on peut naturellement se poser. Et quant aux jeunes valeurs technologiques, j'ai cru voir dans Le Monde hier qu'il y avait des cogitations en cours sur la création d'une bourse pour les jeunes valeurs technologiques, une sorte de Nasdaq européen. Est-ce qu'on pourrait nous dire de quoi il s'agit? Est-ce qu'au fond, Alternex n'est pas une plateforme ad hoc pour ce type d'entreprise? Est-ce que ça repose sur quelques fondements, cette idée qui est aujourd'hui lancée à travers ces articles de presse? Voilà, Monsieur le Président, quelques questionnements, je pense, utiles pour la bonne compréhension complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Est-ce que vous accepteriez que ceux de nos collègues qui souhaitent poser des questions puissent le faire maintenant? Je pense que le temps a bien avancé. Voilà. Procéder ainsi, oui. Alors, donc, je vais demander à Éric Bocquet de bien vouloir s'exprimer. Bien, merci, Monsieur le Président. Deux questions à nos différents intervenants. La première, concernant l'état de crise financière qu'on connaît depuis quelques années, et après le G20 de 2009, il avait été programmé, décidé de remettre en ordre certaines choses, de tirer les leçons de cette crise financière, notamment au regard de l'opacité de certaines transactions, et puis la thématique difficile de l'échange des dérivés. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, en 2014, que ces leçons effectivement ont été tirées? Et si oui, dans quelle mesure et quelles dispositions ont été prises pour faire évoluer et sécuriser les échanges et le système financier? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est en réaction à ce qui a été dit par l'un d'entre vous sur la mainmise de la logique anglo-saxonne dans la finance. Je crois qu'on le constate, y compris à travers les propos et que vous tenez, puisque le nombre de mots anglais est assez conséquent. Et je n'ai pas là une réaction franchouillarde de béret baguette, puisque j'ai enseigné l'anglais pendant 30 ans, donc je n'ai rien contre cette belle langue. Mais il est clair qu'à travers le vocabulaire, y compris, l'emprise de l'anglo-saxon est évidente. Mais au-delà de ça, on a eu l'occasion d'auditionner ici il y a quelques temps, au septembre 2013, M. Jérôme Haas, président de l'autorité des normes comptables, et qui nous expliquait effectivement que, y compris au niveau des normes comptables, il y avait eu une évolution culturelle fondamentale. Il citait notamment la décision de l'Union européenne en 2002 d'adopter les normes comptables produites par un organisme privé basé à Londres, qui s'appelle IASB, donc International Accounting Standard Board, que vous connaissez sans doute. Et donc, au-delà des mots, c'est toute une logique différente qui s'est mise en place. Il expliquait que dans les normes que nous utilisions jusque-là, je cite ce qu'il a dit, nous utilisions des normes qui consistaient à mesurer la différence entre ce que l'on dépensait et ce que l'on gagnait chaque année, et ce qui produisait le résultat, ce qui a l'air plein de bon sens. Et je vais citer un propos qu'il a tenu un peu plus loin. Pour nous, le résultat, c'est la différence entre deux flux, ce que l'on dépense et ce que l'on gagne. C'est simple et sûr. Selon la comptabilité internationale, le résultat réside dans la différence entre deux bilans dans lesquels peuvent se trouver des choses non réalisées. On n'est plus dans un monde où les chiffres sont sûrs, mais dans un monde où ils doivent tout dire. Or, en disant tout, ils disent également des choses fausses. Ce qui n'est pas vrai, c'est ce qui porte sur l'avenir. La seule chose que l'on sache de l'avenir étant qu'on n'en sait rien.
Si on comptabilise l'avenir, on comptabilise des hypothèses, et plus il y a d'hypothèses, moins ce que l'on dit est crédible, et tous ceux qui doivent prendre des décisions sur cette base risquent de se tromper. J'arrête là ma citation. Mais cette intervention nous a vraiment édifié et un peu glacé le sang quelque part. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'il n'y a pas, dans la crise que l'on vit, une partie d'explication dans l'intervention de M. Haas? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Edmond Hervé. Oui, Monsieur le Président, il ne faut pas que nous restions à la surface des choses. Nous devons être très attachés au classement, mais chacun sait que les critères qui sont utilisés sont toujours instrumentalisés. À partir de là, deux réflexions. L'une suite à l'expression de M. Mestralet. Tant que dans ce pays, la part budgétaire des particuliers réservée au logement restera à son niveau où elle est, nous aurons, mes chers collègues, énormément de difficultés économiques. Je vous rappelle qu'en 15 ans, cette part a doublé, ce qui veut dire que la part budgétaire réservée à la consommation a diminué par 2. Et nous avons eu des débats sur la ville, sur l'Île-de-France. On voit que le problème ne se situe pas dans la disponibilité foncière. Ça, c'est un premier point qui me semble, sur le plan général économique, déterminant. On fait beaucoup de comparaisons avec l'Allemagne. Là, vous avez la grande comparaison avec l'Allemagne. Deuxièmement, Monsieur le professeur Sainvet, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je ne veux pas être infidèle par rapport à la mère universitaire, mais observons que l'université française, pendant très longtemps, a dédaigné le droit européen. Les avocats ne sont pas intéressés au cours des années 60 au droit européen, les notaires, oui. Mais d'une manière générale, l'université, et je pourrais apporter beaucoup de témoignages à ce sujet, ne s'est pas intéressée. Je le regrette beaucoup et je vous félicite, Monsieur le professeur, de vous y impliquer avec d'autres. Aujourd'hui, vous avez un droit européen dans le domaine financier qui s'impose, c'est un droit général, et je reste convaincu que notre planche de salut par rapport à l'Europe concerne le droit fiscal européen et le droit social européen. Puis, mes chers collègues, nous avons aussi à balayer devant notre porte, car il se trouve que les politiques françaises sont aujourd'hui totalement dépossédées du droit européen et de la question européenne. Là aussi, c'est une grande différence par rapport à l'Allemagne qui s'investit et gère des carrières politiques au niveau allemand et européen, et nous n'avons pas, comment dirais-je, à mettre entre parenthèses certains problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, j'ai vu que certains collègues français et européens et allemands souhaitaient qu'il y ait au niveau européen une seconde chambre qui soit constituée par des représentants des parlements nationaux. Eh bien, je m'interroge très positivement sur le bien fondé de cette proposition-là. Voilà pour cette table ronde qui regroupait donc de nombreux acteurs de la place financière de Paris et qui portait sur l'organisation et sur le développement de la place financière de Paris. Il faut bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions et toutes les tables rondes sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi pour l'audition de Bruno Racine, le directeur de la Bibliothèque nationale de France. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.